Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal du dimanche 14 novembre, préparé par la rédaction et les équipes techniques de Polynésie la Première. Parmi les informations que nous allons développer ce soir, en cette journée mondiale du diabète, il est moins connu que le diabète de type 2, mais le diabète de type 1 est le plus contraignant dans la vie de tous les jours. Ce soir, nous vous proposons le portrait d'un père et de son fils, tous les deux atteints par la maladie. Ce sera le seul hôtel 5 étoiles de l'île de Tahiti, le Hilton, situé à Fa'a, ouvrira au public le 1er décembre prochain, mais l'établissement, propriété du groupe Van, sera inauguré demain. Visite guidée dans ce journal. Tumateata Buisson en route pour le concours de Miss France. L'élection aura lieu le 11 décembre prochain. Avant cela, la Miss Tahiti partira à la Réunion avec les autres candidates pour la préparation au concours. C'était l'heure cette semaine des derniers ajustements. Le colloque sur le cannabis, ce sera de mardi à jeudi à l'Université de la Polynésie française. Il sera question de l'aspect juridique, sanitaire, économique et social de cette plante. À l'initiative de ce colloque sur le cannabis, le député de la Polynésie française, Moetai Broderson, qui est notre invité ce soir. Et pour finir, nous ferons un bond en arrière en 98 dans les champs de la famille Santos à Nukuhiva. Ce sera notre reportage du Fénois d'avant, l'agriculture sur terre déserte, il y a plus de 20 ans. Merci d'être avec nous aujourd'hui. 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Et on vous le rappelle, il y a deux sortes de diabète. C'est très important de le comprendre. Il y a celui de type 2, le plus commun chez nous, que les malades se fabriquent avec une mauvaise alimentation et beaucoup de sédentarité. Et il y a le diabète de type 1, celui des insulinodépendants, qui ne représente pas plus d'une centaine de cas au Fénois. Atea Paufei et son fils sont malheureusement atteints par ce diabète de type 1, le plus grave et le plus contraignant, puisque les personnes qui l'ont doivent se piquer plusieurs fois par jour à l'insuline. Ce portrait croisé est signé Brigitte Olivier et Hubert Liao. 132. C'est beaucoup? Ça va, en fait, il faut que je sois dans le bleu, dans la courbe bleue. Si je dépasse, ça veut dire que peut-être j'ai pas assez piqué. Si je suis en dessous, peut-être j'ai trop piqué. Ou j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, j'ai mangé un peu entre les repas. Donc tu es obligé de te surveiller tout le temps? Oui. Je fais ça à peu près, je me scanne à peu près, peut-être tous les heures comme ça. Naïti n'a que 13 ans. Il y a un an, le verdict est tombé. Il est diabétique et il doit à vie surveiller son insuline et son acétone et décider lui-même quelle dose il doit s'injecter pour descendre son taux de glycémie ou ce qu'il faut manger pour le remonter quand il est trop bas. Il est comme son père qui redoutait cette mauvaise nouvelle, atteint d'un diabète de type 1. Ah oui, ça m'a vu comme un choc. Puis je voulais pas qu'il vive ce que je vis, que j'ai vécu, quoi. C'est pas aussi facile, hein, les diabétiques, on voit pas comme ça, mais c'est pas le fait de se piquer. Bon oui, c'est contraignant, mais c'est de vivre son diabète quotidiennement avec voilà, c'est ça qui est dur. En 1977, le matériel médical était nettement plus rudimentaire et la maladie bien moins maîtrisée. Pendant plus de 30 ans, Atea a vécu tous les effets les plus graves du diabète. Plusieurs comas l'ont amené aux portes de la mort. C'est une double greffe rein-pancréas effectuée à Lyon en 2013 qui l'a sauvé. Et son premier plaisir d'homme libre a été très simple. La première chose que j'ai fait, c'est prendre une vraie douche. J'avais un tube qui sortait de mon corps. Alors pour la première fois, je me douchais comme tout le monde, sans tuyau, en liberté, quoi. Voilà. Aujourd'hui, avec son fils, jeune surdoué de MMA, ils partagent en commun le même goût de la vie. Mais Atea a des choses à dire sur le diabète de type 2, celui que les Polynésiens se construisent jour après jour avant de finir obèses, amputés, dialysés ou à la morgue à un âge inconvenant. Quand on ne s'occupe pas de son assiette, il n'y a pas que le diabète, tout va avec. Les insuffisances rénales, plusieurs maladies, c'est notre assiette qui fait qu'on est malade, qu'on s'en va vite. Ici à Tahiti, qu'est-ce qui est mis en valeur? Je vais le dire, c'est Coca-Cola, c'est la bière, c'est à la hauteur de nos yeux. Je vois aussi qu'autour des écoles, dans les écoles, il y a des sodas, quelque part. Bon, c'est pas bien. Mais on a vécu quand même comme ça. Et puis maintenant, on paye les conséquences de tout ça.
Athéa et Naïti n'ont pas choisi d'être diabétiques. Ils sont nés ainsi avec un petit défaut de fabrication qui conditionne leur vie. Ils vivent modestement mais trouvent le moyen de se nourrir correctement. Alors ils sont sans doute un exemple de résilience à méditer. Et on reste dans le domaine de la santé et du bien-être. Le club de natation de Imoua mène avec brio un programme baptisé Nage pour ta santé et destiné aux personnes souhaitant se reprendre en main. Certains sont atteintes de pathologies comme le diabète et l'hypertension. Les cours de natation ont lieu 3 fois par semaine et c'est une bonne façon de faire réagir et renforcer son organisme. Sylvain Defay, le coach du programme, est au micro de Patrick Tsintsing. Au travers des exercices, on essaye d'avoir une montée, ce qu'on appelle une montée cardiaque, c'est-à-dire que les battements du cœur s'intensifient, mais pas trop, et que ça soit assez régulier sur la durée du cours. Donc on alterne des exercices. Tout à l'heure en échauffement, on a fait des petites courses dans l'eau avec différents exercices de montée de jambes. Ça permet de travailler à la fois la montée cardiaque et à la fois des exercices d'équilibre et des exercices de musculation. Vous l'avez sûrement remarqué, le Hilton Tahiti, hôtel de luxe 5 étoiles qui va ouvrir ses portes au public le 1er décembre prochain. Eh bien, l'établissement va être inauguré demain, après 2 ans de travaux et plus de 7 milliards de francs investis. 11 ans après la fermeture de l'ancien Hilton, à quoi ressemble le nouveau complexe? Visite des lieux avec Mélissa Chang et Jérôme Lee. Le Hilton Tahiti s'est refait une beauté. Le premier hôtel 5 étoiles de la capitale se veut haut de gamme. Un investissement de 7 milliards et demi nécessaire pour sa rénovation après 11 ans d'inactivité et la construction de ses extensions. L'ouverture de cette structure hôtelière rime avec embauche locale. On va commencer pour l'ouverture calmement avec 130 employés. De ces 130 employés, on va vite monter, à mon avis, vu la conjoncture, à 170, 180 employés. Pour l'instant, on est à peu près à 80% de personnels locaux qui ont été employés à tous les niveaux. Le décor est épuré, boisé, avec toujours à l'esprit le chic polynésien en ses murs. 200 chambres ont été aménagées pour le confort de la clientèle avec une vue imprenable sur le lagon. La piscine est un des points forts de ce lieu, qui dispose d'un pool-bar pour boire un cocktail les pieds dans l'eau. Côté gastronomie, l'hôtel a misé sur les produits locaux et sur la diversité de ses menus, avec pas moins de 3 restaurants, dont un asiatique. Un restaurant de l'esprit brasserie, avec donc des viandes, beaucoup au niveau steakhouse, fish house, parce que c'est important ici. Tout ce qui est poisson, on a une belle qualité de poisson, donc autant en profiter. Au niveau des viandes, on va travailler des viandes maturées, qu'on fera maturer nous-mêmes pour avoir un goût différent et plus de tendresse. L'hôtel ouvre pour 15 jours de rodage technique. La clientèle pourra profiter des lieux à compter du 1er décembre, à point nommé pour les fêtes de fin d'année. Direction l'Hexagone désormais. On part prendre des nouvelles de notre Miss Tahiti, Toumateata Buisson, qui est à Paris depuis le début de cette semaine. Dès sa descente d'avion, la belle ambassadrice a pris part à une séance photo et a surtout effectué les derniers essayages de sa tenue régionale officielle pour le concours Miss France, tenue réalisée par le jeune styliste polynésien Manuari Teauroa. Vivien Charrer sur les images de Mourad Bouretima. Chambre d'hôtel luxueuse, maquillage de star, Miss Tahiti arrive tout juste de papeter. Pas le temps de se poser, une longue journée de travail l'attend dans la capitale mondiale de la mode. Tu vas pouvoir donc la découvrir différents styles pour la journée, pour la soirée. Manuari, le créateur polynésien de haute couture, a travaillé à distance avec Toumateata pour confectionner sa robe officielle du défilé Miss France 2021. La robe restera un mystère, elle sera dévoilée lors du concours en décembre prochain. Toumateata, on a été mis en relation pour l'élection de Miss Tahiti justement, quand elle cherchait un créateur pour sa tenue végétale. Et puis, voilà, en quelque sorte, elle m'a aussi choisi. Miss Tahiti, 24 ans, 1m81 d'élégance, originaire de Moorea, elle est déjà très sollicitée mais timide devant la caméra. Elle se prête au jeu des photographes avant un départ vers les quais de Seine parisiens. On est arrivé ce matin. Ouais. Du coup, le choc thermique, là, il est là. 4 degrés Celsius au thermomètre et un soleil d'automne cet après-midi à quelques centaines de mètres de la Dame de Fer pour une autre séance de shooting. Je suis fière de représenter ma région. Je
Je pense que c'est important en tant qu'ambassadrice de pouvoir promouvoir nos îles et j'ai hâte de pouvoir vivre cette aventure folle qui m'attend et faire de nouvelles découvertes et de nouvelles rencontres. La Polynésie retient à nouveau son souffle aujourd'hui pour une autre beauté du Fénois dans ce concours 2021. Maruru à tous les Polynésiens et les Polynésiennes qui croient en moi et qui continuent à me soutenir. Du fond du cœur, Marururua. Et Tumateata Buisson qui a un cœur gros comme ça puisqu'elle a aussi rendu visite accompagnée de l'association Atauturuyana aux malades polynésiens hébergés au centre Le Rosier Rouge de Vanves en région parisienne. Retour au Fénois dans un tout autre registre. Il était initialement prévu au mois d'avril. Le colloque dédié au cannabis aura finalement lieu la semaine prochaine, du 16 au 18 novembre, c'est-à-dire de mardi à jeudi à l'Université de la Polynésie. Ce colloque sur le cannabis en Polynésie, entre justice, santé et économie, une question de société, c'est le nom complet de l'événement, est à l'initiative du député polynésien Moetai Broderson en partenariat avec le ministère de la Santé. Il y aura 45 intervenants, y compris de l'international. Le programme des 3 jours de colloque est rapidement présenté par l'attaché parlementaire du député Broderson, Auno Douce François Elossi. La première, c'est forcément l'aspect juridique, puisqu'on parle d'une substance prohibée et qu'aujourd'hui, tout ce qui a trait au cannabis est pénalement répréhensible. Et puis, ensuite, la santé, parce que c'est un sujet de société. Aujourd'hui, on a énormément de personnes qui en consomment pour des motifs médicaux, mais pour des motifs aussi, comment on va dire, thérapeutiques. Et puis enfin, le cannabis et l'économie, parce que le cannabis, le chanvre, c'est une opportunité économique. Enfin, il y a énormément de choses qui se font dans le monde entier et ce qui pousse aussi l'évolution des législations des autres pays. Et tout de suite, je vous propose de développer ce sujet avec le député polynésien Moetai Broderson. Bonsoir. Alors, vous êtes à l'initiative de ce colloque qui était initialement prévu au mois d'avril. Colloque donc sur le cannabis en Polynésie, entre justice, santé et économie, une question de société même. C'est le nom complet de cet événement. Il y aura 45 intervenants, dont un du Portugal qui parlera de la dépénalisation. Alors, quel est un petit peu le panel de ces 45 intervenants? On a voulu avoir le spectre complet à la fois des intervenants qui sont des scientifiques, des intervenants qui sont des juristes, des intervenants qui sont, on va dire, plus des producteurs, enfin des professionnels, on va dire, du secteur dans les pays où c'est autorisé, de manière à ce qu'on ait une idée complète du sujet. Et donc, sur le domaine judiciaire, sur le domaine thérapeutique, même pour la deuxième journée, et donc sur le domaine économique. Est-ce qu'il y a des experts, par exemple, des États-Unis, du Colorado, ou bien... Alors, nous avons des experts canadiens. Nous avons également, on a été chercher près de chez nous des experts maoris. Donc, puisque vous savez qu'en Nouvelle-Zélande, la production de cannabis thérapeutique est autorisée. Et le train est parti, on va dire, alors que nous, on est encore en gare. Et donc, on aura effectivement tout un tas d'experts sur tous les aspects. On a aussi des intervenants locaux de qualité, des professeurs à l'université, des chercheurs. Donc, je pense que ce sera 3 jours intenses, mais intéressants. Est-ce que vous avez des ambitions particulières autour de ce colloque? Parce qu'après, vous avez l'intention de proposer un projet de loi? Mon ambition en tant que législateur, c'est de toujours m'assurer que la loi est synchrone avec l'état de la société. Il y a 70 ans, les femmes ne votaient pas. Aujourd'hui, Dieu merci, elles votent. C'est bien que la société a évolué et qu'à un moment donné, on a changé la loi. Donc vous pensez que le cannabis, aujourd'hui, en tout cas la réglementation, n'est plus en phase avec l'évolution de la société? Je pense que la question mérite d'être posée et que la réponse est assez évidente. Alors, dépénalisation, légalisation, il y a le cannabis thérapeutique, cannabis à usage récréatif, tout cela sera abordé pendant les 3 jours? Tous les sujets. Quand on a commencé à envisager d'organiser ce colloque, on s'était posé la question si on se focalisait sur le cannabis thérapeutique. Mais très souvent, justement dans les discussions, dans les recherches qu'on a pu avoir, le cannabis thérapeutique, c'est un peu le petit doigt qui cache la forêt. C'est pour mieux faire passer la pilule sur le débat du cannabis. Donc moi, j'ai pas l'habitude d'approcher à visage masqué. Je préfère qu'on parle de tout. En toute sérénité, en posant les choses donc de manière claire, de manière posée, pragmatique.
en évacuant les préjugés, les on-dit, il paraît que, avec d'abord, en introduction du colloque, les résultats d'une enquête d'opinion, la seule, je crois, qui ait jamais été faite en Polynésie, donc sur plus de 1000 personnes, pour avoir une photographie de la perception et de l'usage du cannabis en Polynésie. Donc voilà pour le cannabis, le colloque qui débute mardi. Parlons désormais du 3e référendum en Nouvelle-Calédonie. C'est confirmé, ce sera le 12 décembre prochain. Les indépendantistes kanak ne vont pas y participer. Quel est votre avis sur cette décision d'abord de maintenir le référendum par l'État français et la non-participation des indépendantistes? Bien, écoutez, sur la non-participation des indépendantistes, ils l'avaient déjà annoncé. Vous pensez que c'est la bonne manière de je pense qu'à un procéder? moment donné, quand vous n'êtes pas entendu, il faut réagir. Ils ont demandé depuis le début à ce que ce 3e référendum soit fixé après l'élection présidentielle et législative. L'État n'en a pas tenu compte au début, il n'en a toujours pas tenu compte et je crois que c'est une grave erreur. Donc l'État français prend une mauvaise décision maintenant au 12 décembre selon vous? Il n'y a pas d'acte plus solennel et plus important dans l'histoire d'un peuple qu'un référendum d'autodétermination. C'est pas une élection communale, cantonale, régionale. C'est un référendum d'autodétermination. Le scrutin ne doit pas prêter le flanc à la critique. Et là, vous avez, on va dire, la moitié de la population qui ne participera pas. Quelle valeur aura ce scrutin? Aucune. Et est-ce que vous y serez le Tavini là-bas, en Calédonie, le 12 décembre? C'est un peu compliqué avec les restrictions sanitaires. Si on pouvait y être, on y serait. Mais c'est avant tout, il faut quand même le rappeler, c'est avant tout une affaire des Calédoniens. Un dernier sujet, Moetai Broderson, vous êtes député de la 3e circonscription en Polynésie française. Est-ce que vous allez vous représenter en 2022? Alors, on a un processus au Tavini Huratira qui est un appel à candidature pour ceux qui veulent... Qui s'achève demain. Qui s'achève demain à midi. Donc, il ne faut pas que j'oublie ce soir d'écrire ma lettre de motivation. Donc, vous allez être candidat en interne? Oui, je ne m'en suis pas caché. Je suis candidat à un second mandat si les Polynésiens veulent à nouveau me faire confiance. Après, vous avez d'autres collègues dont les noms peuvent fuiter ce soir? Ils se présenteront en interne du Tavini. Alors, on a entendu Steve Chailloux. Oui, ceux-là sont déjà connus. Il y a Steve Chailloux, il y a Tematai Legayi, il y a Michel Villard, il y a d'autres personnes sur la seconde circonscription. Sur la 3, je n'ai pas forcément de nom. Je crois que sur la 1, il y a 2 personnes. Et puis après, le processus de sélection va s'opérer et on retiendra les meilleurs. Merci beaucoup, Moetai Broderson, député de la Polynésie française. On retiendra ce colloque sur le cannabis qui aura lieu à l'Université de la Polynésie française de mardi à jeudi. Il sera aussi question de la grève générale demain dans l'invité café avec Patrick Gallnon, le secrétaire général de la CSTPFO, qui viendra parler de leurs revendications. Lui qui prendra la parole au nom des 9 organisations syndicales possiblement dépositaires du préavis de grève générale. C'est un souvenir gravé à jamais dans leur mémoire. 8 enfants âgés de 11 à 23 ans, tous atteints d'un cancer, ont pu passer plusieurs semaines au Fénois et notamment à Rangiroa grâce à l'association Sourire à la vie qui a pour vocation de les aider à traverser dans les meilleures conditions possibles les épreuves de la maladie. Le récit de Stéphane Ratino sur des images de Bélène Ferro. Et le vent souffle pareil à l'appel de la liberté, comme une promesse vivifiante pour ces enfants venus de si loin. Être utile, être dans la vie. Sur ce motu de Rangiroa, les petites mains ont fait le ménage, ramassé le témoignage inconséquent d'esprits pollueurs, parce que la terre doit vivre et le lagon respirer sainement, une leçon de choses. Les gens, ils sont pas sensibilisés à ça, c'est quand même... Surtout qu'ici on mange beaucoup de poissons et les poissons mangent le plastique, donc en fait on mange le plastique qu'on a jeté. Ça sert pas à grand chose. On se pollue nous-mêmes. Voilà. Être en voyage, c'est changer de regard. Et ses yeux adolescents ont de quoi s'écarquiller, tant la Polynésie offre de richesses. Sourire à la vie, c'est un parchemin, une manière de poser une lumière dans l'immensité de moments appelant la joie. Continuer à avancer face aux défis, conjuguer le présent avec déjà un goût de futur. Voici la philosophie, Carpe Diem, les enfants s'émerveillent. Et contrairement aux plongées qu'on a fait en Corse, c'est
10 fois mieux. Déjà qu'encore, c'est des plongées qui sont exceptionnelles. Alors là c'est vraiment des plongées extraordinaires. Nous sommes toujours aussi admiratifs déjà des paysages et puis surtout de l'accueil des Polynésiens. Toujours d'une grande gentillesse, toujours très bienveillant et toujours très positif. Et ce qui nous fait énormément de bien et surtout à nos enfants, c'est une très belle expérience pour eux. Oui, une histoire d'humanité où les mains se rencontrent, où la respiration va au partage, à la fraternité. Ce voyage, c'est la promesse tenue de partenaires qui offrent de leur temps et de leur science. C'était bien? Ouais, c'était génial. Ouais, vous avez aimé? Cool. La vie demande cette part de l'autre, le don comme énergie de vaincre ensemble la maladie. Nous sommes vraiment très fiers de participer à apporter un petit peu du bonheur polynésien à des enfants qui sont quand même bien impactés par la vie. Il y a notamment des jeunes, j'ai appris il y a 4 jours, ils suivaient une chimio localement. Mais nous, nos problèmes de vie, c'est quand même rien par rapport à ce qu'eux vivent. Les jeunes aiment les voyages, ils grandissent, ils apprennent. Dans la malle au souvenir, des photos, des instants, pour regarder inlassablement, toujours, la vie devant soi. Et cette opération Sourire pour la vie aura permis donc à ces 8 enfants atteints d'un cancer de visiter plusieurs îles de la Polynésie. La 9e édition de la compétition de natation en eau libre de la Channel Race entre Ta'a et Raiatea a réuni quasiment une 50aine de participants hier matin. Les conditions étaient plutôt bonnes au départ du quai de Ha'amene. Sur le parcours de 5 km, c'est Naël Roux, 15 ans, qui s'est imposé en 1h14 minutes et 40 secondes. Il a largement dominé la course devant Kéliane Soulier-Bécard et Enzo Kernivinen. Chez les féminines, Lily Payis a fini première de sa catégorie. Après 7 journées, c'était la dernière ligne droite aujourd'hui pour le championnat de Polynésie de motocross. Une trentaine de pilotes a mis les gaz sur le circuit de Papeari pour tenter de remporter le titre dans 4 catégories différentes. Les favoris ont su garder leur place, mais la bataille a été rude. Le reportage de Suliane Favnek et Jacques Damour. Du combat dans des conditions difficiles. Petits et grands ont mordu la poussière pour cette dernière journée de championnat, mais pas de quoi faire trembler les favoris. Manu Koyotei remporte le titre dans la catégorie reine et compte bien ne pas s'arrêter en si bon chemin. C'est très chaud, hein. Le soleil, il est là, ça tape vraiment. Ça travaille beaucoup le cardio. Là, on a plus dit le cardio, le physique. J'étais en avance de 12 points au championnat et j'ai géré pour avoir ce titre. Il me restait ce dernier titre, MX1, et là je l'ai eu. Et je pense que l'année prochaine je vais arrêter, je vais aller en France. Partir concourir là-bas, habiter là-bas et progresser là-bas. Autre favori, autre champion, il a frôlé la mort il y a 3 ans. Nicolas Jacques revient de loin, mais il a retrouvé tout son talent. Il devient champion de Polynésie de la catégorie Open. Ça fait plaisir, c'était une reprise pour moi cette année. Après un grave accident que j'ai eu en 2018. Donc c'était pas censé que je retourne sur une moto et la passion est là, donc je suis revenu sur la moto. Et puis je me suis inscrit au championnat pour venir m'amuser avec les copains et puis finalement on remporte le championnat, donc c'est une belle opération, c'est une belle saison qui s'est passée. Si les hommes ont fait le show, les femmes aussi ont fait honneur à la discipline. Alexia Setterlund a terminé 2e de la catégorie loisirs et première féminine. Une fierté pour cette athlète. C'est important pour moi, pour montrer que c'est pas qu'un sport de macho, qu'on peut aussi y arriver. Et voilà, malgré les conditions physiques qui sont difficiles, quand même, on n'y dirait pas, mais c'est dur, c'est pas mal dur, mais voilà, on peut y arriver. Les meilleurs du championnat pourront tenter leur chance à l'étranger pour se confronter aux circuits internationaux. C'est d'ailleurs l'ambition de la fédération. Le motocross polynésien se tient assez bien, on n'est pas déçu de notre niveau et oui, l'idée c'est de faire partie de nos meilleurs pilotes pour découvrir un peu ce qui se fait à l'extérieur, découvrir de nouveaux terrains aussi et une autre façon de piloter. Ici, ils ont un peu l'habitude du même terrain parce qu'on n'a qu'un seul circuit réellement homologué par la Fédé où ils peuvent s'exprimer, quoi. La Polynésie pourrait donc bien s'illustrer dans les mois et années à venir à l'international. Une affaire à suivre.
Pour votre traditionnel rendez-vous dominical du journal Votre Fénois d'avant, je vous propose un retour en 98 aux Marquises, à terre déserte sur l'île de Nukuhiva, où la parcelle de terre cultivée par Marceline Santos avait des airs de jardin d'Éden. L'agriculture sur la terre des hommes il y a plus de 20 ans. Le sujet est signé Teaiki Pihahuna. Marceline Santos a 47 ans. Elle est agricultrice et cela fait 15 ans qu'elle travaille à terre déserte sur l'île de Nukuhiva. Marceline cultive de tout, des légumes et des fruits. Pour les premiers, on peut citer les choux paumés, les carottes, les tomates ou encore les poivrons. Concernant les fruits, on retrouve les oranges, les pamplemousses, les ananas, mais il faudrait plus de temps pour tout énumérer. Chaque année, elle assure une production d'environ 19 tonnes d'œufs et son champ, c'est sa vie. Marceline Santos, est-ce que c'est facile de travailler à terre déserte, surtout au niveau de l'agriculture? Facile comme on dit. Travailler la terre, comme tout le monde dit, la terre est trop dure à travailler, mais on met du bon sang, on arrive toujours à faire quelque chose avec la terre. Et c'est un beau métier. Vous comptez vous arrêter quand? Oh, tant que j'ai la force, je travaillerai toujours. Au fil du temps, le nombre de clients a augmenté. Désormais, la quasi-totalité de l'archipel lui passe des commandes. Pour produire à temps et dans de bonnes conditions, elle s'est portée acquéreur d'un motoculteur et d'un tracteur. Cela grâce à ses recettes et économies. L'agriculture chez les Santos est une histoire de famille. À noter que Marceline œuvre depuis 15 années sans aide extérieure. C'est là une preuve de persévérance et de réussite, surtout quand on parle d'agriculture à terre déserte. Dans l'agenda de la semaine à venir, il faut retenir demain, lundi, l'allocution d'Édouard Fritsch et de Dominique Saurin qui pourrait annoncer la levée du couvre-feu. Jeudi, l'ouverture du Salon du Livre à la Maison de la Culture et samedi, la cérémonie de Matar-i Inia, puisque nous allons arriver en période d'abondance. Ce sera au marais de Hamuta. L'information principale de ce journal concerne la journée mondiale du diabète. En Polynésie française, ils sont plus de 20 000 à être pris en charge par la CPS. Parmi eux, environ une centaine de personnes sont touchées par le diabète de type 1, une forme plus grave et plus contraignante qui nécessite notamment des injections régulières d'insuline. Vous avez pu le voir avec le portrait que nous vous avons proposé dans ce journal. À la télévision, ce dimanche soir, le film de science-fiction américain Kin, le commencement, suivi de 2 épisodes de la série Suits, Avocat sur mesure. Dans la presse, demain, lundi 15 novembre, la dépêche titre « Forte mobilisation à Tem'e », pas de Tahiti Info pour l'instant. C'est la fin de votre édition d'information. Merci d'avoir été avec nous. Cette semaine, vous aurez le plaisir de retrouver Ayata Tarahu. On se quitte sur quelques images de sport de ce week-end, car les compétitions reprennent petit à petit. Prenez bien soin de vous, bonne soirée et passez une très bonne semaine. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, hip strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on, let that stage. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.